si la vraie solution à la violence caribéenne n'était pas la police? Bel bonjour Caribbean people, je suis Elora du Caraïbe News et nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Caraïbe News. Vous nous suivez depuis le début, il était inconcevable qu'on ne fasse pas une édition pour parler de l'actualité caribéenne. Vous l'avez compris, avec une introduction comme celle-ci, vous comprendrez alors que la première partie de ce Caraïbe News va se consacrer à l'analyse pointue d'une actualité caribéenne qui fait parler. Pour le coup ici, la violence caribéenne. C'est ce qu'on appelle le décatillage. Ensuite, on va passer en revue les 3 actualités à retenir du mois passé avec Sandrine. Mais avant, générique, en ouaille. Et si la vraie solution à la violence caribéenne n'était pas la police? C'est effectivement la question qu'on se pose à la rédaction. Il y a encore quelques semaines, la montée de la violence en Martinique se fait ressentir partout. Meurtres de sang-froid, souvent par arme à feu, ne cessent d'émouvoir la population martiniquaise. C'est comme si les coups de feu étaient devenus un écho trop familier à travers les paysages idylliques de la Caraïbe. Et j'insiste bien sur le mot Caraïbe parce que ceci est un phénomène caribéen et non martiniquais. Ici, il va s'agir de comprendre ce phénomène des rues agitées de Kingston, en passant par les rues de Fort-de-France et aussi à Castries, à Sainte-Lucie. Alors que les gros titres se concentrent souvent sur les incidents eux-mêmes, ils s'attardent à expliquer le contour de l'acte sans penser réellement au contexte. C'est là où on va le faire. Car oui, un mal plus profond alimente cette crise, c'est l'inégalité socio-économique qui fracture nos sociétés. En Jamaïque, les récents succès sécuritaires enregistrés offrent à la population un souffle d'espoir et une leçon essentielle pour nous. Une action policière soutenue et robuste peut donner des résultats significatifs. Mais encore une fois, sans stratégie parallèle pour traiter les causes profondes, ces gains risquent d'être éphémères. Tiens, parlons du modèle jamaïcain. La Jamaïque, longtemps minée par l'un des taux d'homicide les plus importants des Amériques, affiche aujourd'hui une baisse de 40% de son taux de criminalité violente. Ce tournant est attribué à la mise en place d'états d'urgence, qu'on va appeler SOE, et aussi à des zones d'opération spéciales, ZOSO, qui ont permis aux forces de sécurité d'occuper intensivement les zones criminogènes perturbant les réseaux de gangs et de trafiquants d'armes qui sont particulièrement sophistiqués. De même, Trinité et Tobago ont lancé leur propre offensive, Operation Strike Back, qui a entraîné une diminution plus modeste des meurtres. Ces actions rappellent une vérité essentielle. Le rétablissement de l'ordre public est une étape nécessaire, mais non suffisante. Responsables et chercheurs s'accordent sur un point. Cette accalmie ne peut être qu'un répit si les racines du mal ne sont pas traitées. C'est quoi les racines du mal? Pauvreté, chômage, échec éducatif. Et si on n'attaque pas ces causes de fond, la paix ne pourra pas durer. Et vous savez le risque? Voir la criminalité flamber à nouveau dès que la pression policière s'estompe. Et si on devait comparer avec les territoires francophones? Les départements français de Martinique et de Guadeloupe ajoutent une dimension paradoxale à ce tableau. Membres à part entière de la République française, ils bénéficient de systèmes sociaux européens, d'un SMIC plus élevé et des investissements publics conséquents. En apparence, l'inégalité y est moindre. Pourtant, ces territoires ne sont pas épargnés. La Martinique traverse une crise de confiance et de lassitude face à l'insécurité grandissante. La Guadeloupe, elle, a connu des flambées de violence et de tensions sociales. Ce paradoxe montre que l'inégalité ne se mesure pas aux revenus, mais plutôt et aussi à l'accès à l'emploi, au sentiment d'exclusion et aux perspectives d'avenir. Le chômage des jeunes, le coût de la vie, la perte de repères politiques, tout ça est un terrain fertile pour la délinquance. L'extradition récente d'un fugitif saint-lucien vers la Martinique en est la preuve. Les réseaux criminels ignorent les frontières
et les statuts administratifs. Les inégalités sont vraiment le cœur du problème. Les économistes rappellent le coefficient de Gini, qui est une mesure mondiale des inégalités. Finalement, un excellent baromètre pour connaître la criminalité. Quand une partie de la population se sent exclue, le tissu social s'effiloche. En Jamaïque, le coefficient de Gini est de 0,5. Trinité et Tobago, autour de 0,4, avec des disparités profondes malgré les richesses énergétiques. Autrement dit, on ne peut pas arrêter le tireur sans avoir démantelé l'environnement qui le produit. Dans les économies encore plus dépendantes du tourisme, comme Barbade ou les Bahamas, la situation est encore plus complexe. Le tourisme alimente le PIB tout en creusant les écarts. Nous voyons nos sociétés se fragmenter socialement. On voit pousser des hôtels de luxe en face de quartiers complètement oubliés. Il y a aussi là aucune perspective d'avenir, car la majorité des emplois est précaire. Et surtout, qui dit Caraïbes dit vie chère, surtout avec l'inflation du coût de la vie. La Caraïbe doit repenser son modèle de développement en s'assurant que la richesse circule et que les jeunes deviennent des acteurs et non plus spectateurs. Les progrès enregistrés en Jamaïque prouvent qu'une action ferme permet de sauver des vies. C'est indéniable. Mais la durabilité exige un second souffle. Investir dans les gens, réinjecter les économies réalisées dans l'éducation, la formation et les programmes jeunesse. La croissance inclusive, tourisme équitable, diversification économique, entrepreneuriat local, la coopération régionale, renforcer les alliances CARICOM, OECS, les échanges d'intelligence entre territoires. Car le crime, lui, il n'a pas de drapeau. En conclusion, la Caraïbe a prouvé qu'elle pouvait reprendre le contrôle. Mais la sécurité ne se construit pas à coups de sirène. Elle se bâtit avec des visions, du courage et une solidarité pan-caribéenne réelle. La répression donne un répit, ok. Mais l'équité, elle, donne un avenir. Le défi est clair. Transformer la peur en puissance et les armes en outils de reconstruction. La Caraïbe respire entre deux coups de feu. À nous maintenant de transformer cette respiration en un souffle durable. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce décatillage. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que votre identité pan-caribéenne s'est encore plus révélée. N'hésitez pas à faire des commentaires sous cette vidéo. On est très friands à partager, à liker. On est très friands d'écouter vos retours et vos feedbacks à propos des sujets que l'on traite ici au Caraïbes News. Merci à Christopher Wyatt, journaliste saint-lucien, pour ce bel article. Toutes les sources sont disponibles en bas, en lien, dans cette vidéo. Je vais maintenant passer la parole à Sandrine qui va nous expliquer les 3 actualités à retenir du mois passé. Et ensuite, je reviendrai avec vous parler de la situation catastrophique avec Mélissa en Jamaïque. Merci Elora pour ce décatchage. Maintenant, c'est l'heure des news. Belle bonjour, bonjour, hello, hola. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Caraïbes News. Au sommaire, on va parler de Bad Bunny, de narcotrafic et des températures qui s'affolent dans le monde. En Ouaille. Martinique. Narcotrafic. Un accord inédit entre la Martinique et Sainte-Lucie. Lors de la 9e commission mixte de sécurité entre la France et Sainte-Lucie, tenue les 30 septembre et 1er octobre 2025 à Castries, un accord quasi inédit a été signé pour renforcer la coopération entre les deux territoires. Cet accord permet notamment aux autorités françaises d'avoir un droit de poursuite en mer et dans les airs dans l'espace de Sainte-Lucie, afin d'intercepter des bateaux suspectés de narcotrafic ou d'immigration illégale. Le contexte justifiant cet accord, une montée des trafics de stupéfiants et d'armes, des homicides ou tentatives d'homicide liés à Sainte-Lucie, et aussi un usage de l'île comme relais pour les biens volés en Martinique. Le partenariat ne se limite pas aux interceptions maritimes, il englobe la coopération judiciaire, le suivi de la délinquance classique et la question de l'immigration illégale. Les autorités françaises affirment qu'avec ce type d'accord, nous sommes confrontés à des narcotrafiquants qui se jouent des frontières, ce qui motive fortement cette logique d'intervention transfrontalière. Caraïbes. Le thermomètre mondial s'affole. Le thermomètre mondial ne tient plus en place. La planète se réchauffe et la Caraïbe ne sera pas épargnée. Selon un article publié par La Première, les conséquences risquent d'être largement préjudiciables pour la région.
Partout sur Terre, les températures moyennes grimpent. Aux Antilles françaises, dont la Martinique, les projections montrent une augmentation potentielle de plus 1,5 à plus 2 degrés d'ici 2055 et jusqu'à 2,5 à 3,5 degrés d'ici 2080, selon un scénario appuyé. Cette montée s'accompagne déjà de canicules plus fréquentes, de nuits plus chaudes et de changements dans les cycles météorologiques. Le réchauffement n'est pas qu'une question de thermomètre. Il produit une cascade d'impacts. Le climat tropical de la Caraïbe pourrait subir des modifications importantes avec des saisons plus extrêmes. Les écosystèmes marins, notamment les récifs coralliens, sont sous pression. Ces milieux fragiles supportent mal des températures de l'eau plus élevées et en souffriront à terme. En parallèle, les phénomènes météorologiques comme les fortes pluies, les cyclones ou les sécheresses pourraient être plus intenses ou plus imprévisibles. La région déjà vulnérable devra s'adapter. Pour la Martinique et ses voisines caribéennes, ce n'est pas un simple peut-être, c'est déjà en train de se jouer. Les populations, les infrastructures, l'agriculture, le tourisme et la biodiversité locale sont toutes exposées. Il ne s'agit plus seulement de s'adapter, mais de réagir en lien avec l'atténuation des émissions mondiales, mais aussi avec des mesures locales ciblées. En conclusion, le message est clair. Si le reste du monde accélère vers un climat toujours plus chaud, la Caraïbe doit être prête à absorber ces secousses. Le défi est double. Réduire davantage les causes du changement et préparer la région à ses conséquences. La montée des températures n'est plus un scénario lointain, c'est une réalité qui se profile et à laquelle la Caraïbe devra faire face. Porto Rico, Bad Bunny fera le halftime du Super Bowl 2026. La star portoricaine Bad Bunny sera l'artiste principal du spectacle de la mi-temps du Super Bowl qui se tiendra en février prochain en Californie. Celui qui a été à 3 reprises en tête du classement des artistes les plus écoutés sur Spotify au cours des 5 dernières années présentera un condensé de ses plus grands succès en moins de 15 minutes lors de la soirée télévisée la plus suivie aux États-Unis. Dans un communiqué, il a déclaré « Ce que je ressens va bien au-delà de ma personne. C'est pour ceux qui m'ont précédé et qui ont parcouru d'innombrables kilomètres afin que je puisse entrer sur le terrain et marquer un touchdown. C'est pour mon peuple, ma culture et notre histoire. » Switchant à son espagnol natal, Bad Bunny, de son vrai nom Benito Antonio Martínez Ocasio, a ajouté dans son communiqué « Ve y dile a tu abuela que seremos el halftime show del Super Bowl ». Ce qui se traduit par « Va dire à ta grand-mère que nous allons assurer le spectacle de la mi-temps du Super Bowl ». Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin, et c'est la fin de cette édition du Caraïbes News. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter nos vidéos, mais aussi à nous rejoindre sur le canal WhatsApp de Caraïbes News. Quel phénomène, ce Bad Bunny. Il nous a clairement montré que être décolonial peut être vecteur de croissance. C'est carrément incroyable. Vous le savez, Mélissa, cet énorme monstre d'ouragan de catégorie 5 a ravagé la Jamaïque. L'ampleur des dégâts, selon le Premier ministre, représente environ entre 28 et 32% du PIB. Les efforts de reconstruction sont titanesques. Le bilan humain est encore provisoire, mais on comptabilise plusieurs dizaines de morts. Il y aurait encore d'autres corps à retrouver dans les zones isolées. Nous vous ferons part d'ailleurs très prochainement des cagnottes sécurisées ou toute autre forme de dons disponibles pour aider nos frères et sœurs. Suivez-nous sur les réseaux. Le lien de notre chaîne WhatsApp Caraïbes News est disponible dans les captions. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner à la chaîne YouTube United States of the Caribbean pour ne pas manquer le prochain Caraïbes News. Et nous vous ferons part bientôt de notre nouveau compte disponible sur TikTok. Donc restez connectés. J'en reviens à la Jamaïque et j'aimerais bien qu'on s'attarde sur la façon dont cette catastrophe a été relayée dans les médias occidentaux. Pour moi, ceci peut faire l'objet d'un nouveau décatillage. Mais attendez, observez bien, c'est important. La tonalité dominante pour la Jamaïque a été résilience et capacité d'action. La Jamaïque apparaît comme un pays infaillible, mais vigilant. Le pays encaisse, le pays communique, le pays répare et remet l'économie, tourisme, logistique sur pied. Elle arrive à même en rire parce que la population tourne tout en dérision sur les réseaux sociaux. De l'autre côté du continent africain, quand le cyclone Chido a frappé Mayotte, dans les médias, la tonalité était complètement différente. On parle de déficit structurel, de sentiment d'abandon vis-à-vis de la France. On s'enlise dans un débat politico-institutionnel.
Comment c'est possible qu'en France, il y ait des habitations de tel état d'insalubrité? Mayotte apparaît comme un pays en suspens. La catastrophe réactive un imaginaire de dépendance et d'inégalité, où l'État français est sommé de prouver sa présence et son efficacité. La focale est moins sur la relance économique que réellement sur la dette des infrastructures et la justice territoriale. Du coup, d'un côté, on a un narratif capable et de l'autre côté, redevable. Bien sûr, le post-catastrophe réel devra être étudié à la loupe. Où va l'argent pour la réparation? Et à qui? Pourquoi? Comment? Ce n'est pas ça que je veux mettre en lumière. Et ce que je voulais démontrer, c'est que c'est totalement plus encourageant d'être du côté des capables plutôt que des dépendants. En tout cas, c'est mon avis. La suite peut-être au prochain épisode. Merci énormément d'avoir suivi les Caraïbes News jusque-là. J'espère que les sujets qu'on traite vous passionnent vraiment tout autant qu'à nous. On espère pouvoir vous sortir le prochain Caraïbes News en décembre de cette année. Et en attendant, je vous dis, en notre soleil.